La prise de conscience sur les limites écologiques et sociales du système agroalimentaire actuel progresse d'année en année, mais aucun consensus n'a pour l'instant su s'imposer quant aux solutions à mettre en œuvre pour y faire face. Gilles Billen, directeur de recherche au CNRS, nous accompagne dans cet épisode sur une réflexion au sujet des leviers dont nous disposons dès aujourd'hui pour rendre notre système agroalimentaire plus résilient. Tout d'abord, essayons de mieux comprendre le modèle actuel en étudiant le contexte historique qui lui est associé. Après la guerre, après les guerres en réalité, les usines d'azote, surtout tournées vers l'industrie de la guerre, se sont reconverties à produire des engrais. Ça a été une planification très volontariste et très énergique de l'État français en particulier, soutenu par le plan Marshall, de développer une agriculture industrielle, spécialisée, efficace, efficiente, pour relancer la production agricole en Europe. Ça s'est fait à marche forcée en 30 ans en réalité, avec des efforts étatiques extrêmement soutenus et le déclassement des petites fermes. In the old days, people were living at farms. You had a small farm and you had 10 people, 15 people, 20 people living on a small farm, even if it was family, and everyone helped up. And today, if you have a traditional farm, it means you often have one guy around 65 years old doing all the machine work. Les politiques rurales d'après-guerre sont claires. Elles favorisent les structures agricoles de taille moyenne, disposant d'outils modernes et mobilisant des pratiques agronomiques intensives. L'agriculture évolue, passant d'une agriculture familiale à un système industriel. Les territoires se spécialisent, les pratiques changent, les fermes s'agrandissent. On a ces échanges massifs qui correspondent à des spécialisations territoriales déconnectées des besoins des populations. L'Île-de-France produit essentiellement des céréales qu'elle exporte à 80%. Par contre, toute son alimentation en protéines animales, en produits animaux, est importée d'autres régions de France qui se sont spécialisées, elles, dans les productions animales. Le système grande production, grande transformation, grande distribution, ils nourrissent quand même la plus grande partie de la population par le fait qu'ils sont capables de produire, grâce aux économies d'échelle, grâce à ces spécialisations, une alimentation bon marché. Il est clair que la modernisation agricole a permis de décupler la productivité des exploitations. Cependant, nous avons aujourd'hui le recul nécessaire pour constater les limites sociales et environnementales du système établi. Sur le plan environnemental, les impacts de cette modernisation sont multiples. Le système agricole actuel est pointé du doigt pour ses nombreuses répercussions. C'est clair que tous les problèmes que pose l'agriculture actuelle, problèmes de pollution des eaux, problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, problèmes de surproduction, finalement, de dépendance extrême vis-à-vis des intrants, donc vis-à-vis d'une situation géopolitique qui aujourd'hui pose problème. Bon, ce système n'est pas durable, absolument pas, quoi. Selon l'INSEE, les exploitants agricoles ne représentent plus que 1,5% de la population active. Cette importante diminution du nombre d'exploitants va de pair avec une diminution de leur influence politique, fragilisant ainsi leur pouvoir décisionnel. L'agriculture s'est retrouvée en étau devant l'industrie d'amont et l'industrie d'aval, avec très peu de marge de manœuvre, finalement très peu d'initiatives quant aux orientations de la production. The price are affecting us very much, both on the grain, the crops that we are selling, and for the fuel, and for the fertilizer that we are buying in. Even when we are working a lot of the local market, we are still very affected of what's happened out in the world. And right now, it's a big challenge to guess what's happened next year. Le mouvement coopératif, c'est un mouvement extrêmement intéressant. C'est les agriculteurs qui se mettent en commun pour l'achat de matériel, pour un certain nombre d'opérations. Les coopératives avaient pour mission, sur un territoire donné, de prendre et de découler les productions de tous les agriculteurs. Ces coopératives-là se spécialisent dans un secteur. Il y a des coopératives céréalières, il y a des coopératives laitières, il y a des coopératives betteravières, et deviennent dans ce secteur, tout à coup, des agents économiques majeurs, qui dominent et deviennent à l'échelle mondiale des géants
qui détermine les prix du marché, quoi. Le relais de cette spécialisation et de cette intensification, il est maintenant aux mains d'entreprises privées, en réalité, géantes, agissant sur des marchés internationaux. Si on ne sort pas de là, on n'arrivera jamais à une transition écologique, hein. Ça, il faut le savoir. Au sein de ce système agricole centralisé, le pouvoir de décision économique des agriculteurs est en jeu. Pour certains, il faudrait trouver le moyen de s'affranchir des structures capitalistiques qui dirigent le marché afin que le métier d'agriculteur soit revalorisé. Le problème étant qu'aujourd'hui, les métiers agricoles n'attirent plus en raison de la pénibilité du travail et des faibles revenus que ce secteur génère. Le renouvellement générationnel peine à s'opérer. La précarité des producteurs et leur manque de pouvoir dans les processus décisionnels poussent les jeunes exploitants, souhaitant tout de même s'impliquer dans ce domaine, à considérer d'autres modes de fonctionnement. Il y a une crise majeure de succession des exploitations agricoles. Je pense une bonne moitié des nouvelles exploitations qui sont créées sont des exploitations bio ou en circuit court. On voit que cette volonté de reconnexion, il est très très important. Pour accompagner cette nouvelle génération d'agriculteurs, essayons de définir les caractéristiques d'un système agroalimentaire résilient. C'est déjà un système qui referme ses cycles de matière. Donc forcément, qui est ancré dans un territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'échange rien. Je pense qu'on ne peut pas produire tout partout, effectivement. Mais dans la mesure où on peut le faire, il faut le faire. C'est donc un système qui reconnecte l'agriculture et l'élevage. Ça ne veut pas dire qu'on retourne aux fermes de polyculture-élevage du début du siècle, encore que, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être une coopération entre des fermes d'agriculture, de grande culture, et des fermes d'élevage à côté. La complémentarité fait partie du fonctionnement de l'agriculture telle qu'on la pratique en Europe et dans beaucoup de pays du monde. The animals, they are eating the grass in the summer in the areas that we cannot grow in crops. And the animals give us the fertilizer back, then we can bring that back into the field, and that we have the best crops that we can get, and we have good soil health, and we also get the meat, so we can have the meat and the vegetables in the same system. There is the whole idea, the whole philosophy, which is also part of permaculture, which is called holistic management. The best way of preserving, letting the roots grow, is that you move animals quite often. So you have a herd and the animals eat the grass, and then the grass has a chance to grow up again, and then also the roots grow and brings down the carbon. And doing that, you take the carbon from the atmosphere and you bring it down. Pour compenser les pertes inévitables liées au fonctionnement d'un système même le plus fermé possible, il faut toujours un apport d'azote nouveau. Et cet azote nouveau, il peut parfaitement être amené par la fixation symbiotique des plantes légumineuses. C'est des plantes qui ont cette capacité de fixer l'azote de l'air, des légumineuses fourrage, la luzerne, le trèfle, le sainfoin, ou des légumineuses graines, les lentilles, les pois chiches, les haricots. We're not having the same crop at the same field for too long time. We have 4 years of grass, and then we have winter wheat, and maybe barley, and then winter wheat again, and then oats, and then we bring back the grass. So we doesn't want the crops to have diseases from the last year. With this rotation of the crops on the land, we give the land a good health, and we are building up the structure in the soil. Cette diversification d'ailleurs permet que il n'y a pas trop souvent la même culture qui revient au même endroit. Ça permet d'éviter les 3/4 des maladies et des infestations. De la même façon, d'ailleurs, les 2 premières années de légumineuses fourrage éliminent le problème des adventices. Donc on peut se passer aussi des pesticides de cette façon-là. Et c'est ce que fait l'agriculture biologique en réalité. We farm organically, so we don't use any chemicals, no
artificial fertilizers, only natural like compost. We try to not touch the soil that much, so we plow around like every 4th year or something like that, and then we just keep the beds and feed them with new compost every year. And it's so important for us to leave the soil better than it was before. Le Champ du Chaudron, c'est un terrain régional qui a été concédé à l'occasion d'un appel à projet auquel une petite équipe d'amis a répondu en 2018. Le projet initial, c'était un peu de faire du champ à l'assiette, essayer de reproduire tout le cycle de l'alimentation sur un même terrain, donc de la production à la transformation, à la consommation et au compostage et ainsi de suite, pour être le plus autonome possible. Le projet maraîcher, en tout cas du Champ du Chaudron, il utilise largement des techniques agroécologiques. On est indépendant du pétrole, on est indépendant des engrais azotés, etc. Donc on n'utilise pas des ressources chères, parce qu'on est certifié bio. Donc les seuls trucs dont on est dépendant, c'est de matières organiques, mais elles sont renouvelables. Et on couvre les planches de paillis, de Miscanthus. Parfois on va chercher du fumier chez les centres équestres d'à côté. Here we are at Losetra. It's a public park and an urban farm right here in the city of Oslo. Well, we mostly make our own fertilizer. We use compost to build soil, and then we also make like a sort of a ferment from plants that we use as a liquid fertilizer. And we get some coffee grounds from a coffee brewery. We also get a little bit of manure from, there's an organic farm, and they have all kinds of different animals. So we have some external inputs, but mostly we try to make it a closed loop. As it is now, we need the oil for the tractors, and that's one of our biggest challenges now, to have energy for our machines for growing the crops. We could get there with the biogas, but it's big investments to come there. Ainsi, un système agricole résilient doit être le plus autonome possible. Il fonctionne avec un cycle de matière fermé, autrement dit, il réinjecte dans son système les matières sortantes comme le fumier ou le compost, et il utilise des apports naturels. Les modèles d'agriculture biologique et raisonnée essaient de se rapprocher de ce type de système en limitant l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. De plus en plus, les aspirations de citoyens, souvent de classe aisée, mais pas que, veulent retrouver à la fois la maîtrise de leur alimentation et une qualité d'aliments bien meilleure. Et aussi un ancrage plus territorial de l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement important culturellement. On our farm, we have our own farm shop, so we are selling our own products. Most of it is meat, and we are even sell products from other farms in the neighborhood. So we want people to have all kinds of food. And so I always try to inspire people to visit the farmer, because I truly believe that when people see the difference in ways of farming, then they will choose for what I think is the better version of farming. So for instance, organic. On envisage le terrain comme une porte d'accès vers le monde paysan qui, en fait, quand tu es citadin, est assez difficile d'accès. On est complètement coupé à ça. On fait des animations un peu pour tout grand public, que ce soit des ateliers de cuisine, de lactofermentation, de conservation, compost. Après, on essaie de mettre en place un SPG, des systèmes participatifs de garantie. En gros, c'est une alternative à la certification par tiers. Ça permet aux mangeurs directement de se mettre à table avec le paysan et de dire voilà, nous, on aimerait bien que ça soit comme ça, et que vous produisiez ça, et que vous le produisiez de cette façon. Ça permet d'aller encore plus loin dans la collaboration entre mangeurs, mangeuses et paysans. Part of the concept is every Wednesday we have an open work day where lots of people from the area of every age, from every corner of the world, come here and help out and plant and harvest and cook and eat together. So it's kind of a communal project. Some of the people that maybe buy all their food from us, maybe they have a better income, but we also have many people coming, maybe not have that big income, but they want some really good quality food, and they buy it here, and they can take the children with them here and look at the animals. So it became like a family trip.
For me as a chef, it started with like the taste and the quality of the produce. Like we produce as big variety as possible. We started with selling directly to restaurants in the Stockholm area. But now the biggest part of our enterprise is a CSA. We have like around 100 shareholders that get 16 weeks of veggie bags during the season. So we harvest here in the morning and deliver to Stockholm. And you can also pick up here at the farm also. Alors comme à la maison, donc c'est un restaurant participatif et solidaire. On a une petite équipe de cuistots du coup le matin qui décide ensemble du menu qui va être préparé et partagé de suite avec d'autres personnes de l'extérieur comme un restaurant classique. En fait, les produits qu'on récupère viennent d'un magasin collectif qui s'appelle De Barn, qui se trouve à peu près à 1 kilomètre d'ici. Et tous les produits sont bio. À part la récupération, donc, comme on vous a dit, on fait fournir chez un maraîcher dans le nord de Bruxelles, donc local. Pas encore tout à fait bio, mais local quand même. On a déjà été plusieurs fois sur son champ et c'est une petite entreprise familiale qu'on a envie de soutenir. D'ailleurs, pour le soutenir davantage, on a mis en place en fait la possibilité pour qui veut de commander aussi auprès de lui. Il nous livre sur place et les gens peuvent venir chercher, donc ça c'est chouette. Et ça, c'est tout le mouvement des AMAP. Hein, c'est tout ce mouvement coopératif où on essaye de recréer une agriculture locale destinée à des consommateurs locaux qui entrent en contact direct. Bon, et ça prend beaucoup d'ampleur et ça existe et c'est favorisé par des tas d'acteurs, y compris institutionnels. Je veux dire, au niveau des régions, au niveau des communes, tout cela est aidé, même si ça vient de l'initiative souvent citoyenne. On a reçu des sous au tout début en fait pour pouvoir lancer nos banquets participatifs qui s'appellent Inspirons le quartier. On s'est acheté grâce à ça du matériel de cuisine, donc des planches, des couteaux. Et là actuellement, on a quand même des bonnes aides, mais c'est au niveau régional. Et alors on a aussi Bruxelles Environnement qui nous soutient et pouvoir développer des partenariats et pour justement mettre notre modèle en open source, c'est-à-dire donner un peu nos essais-erreurs et de les mettre à disposition parce que l'objectif aussi à Bruxelles, c'est qu'il y ait plein d'autres cantines comme la nôtre, plein d'autres initiatives, en tout cas citoyennes, qui s'organisent, quoi. Pour moi, l'orientation du projet va vers l'ultra localisme. En fait, il y a une grosse stratégie alimentaire qui s'appelle Good Food. Il visait à un moment donné qu'en 2030, il y aura 25% de la production de légumes pour Bruxelles, pour la ville, qui sera produite autour, dans une ceinture déterminée. Mais voilà, on est un petit pion là-dedans. En tout cas, nous, on nourrit pour l'instant 70 foyers par semaine. So the concept here started as an initiative from a group of artists, a collective called Future Farmers. So they had originally also a group of bakers called the Flatbread Society, and they had a mobile baking oven, and then they had little garden parcels that people could rent. And over the years, it's developed into a public park. So it's mainly funded by the city, but there's also funds coming from other organizations. The city doesn't necessarily have so many free activities always, and here you can come and learn something, you can contribute to something. We do not believe that we can feed the whole of Amsterdam or even the metropolitan area, but we do truly believe that we can teach people a lot about food. So we have the vegetable gardens, as you can see behind us. People can rent out a vegetable garden of 50 square meters. And we believe that people will then be a little bit more aware of what they eat. So they eat more locally, more seasonally, and they waste less. Reterritorialiser notre agriculture, la rapprocher des lieux de consommation, permet de sensibiliser les citoyens sur leurs pratiques alimentaires. Cette agriculture de proximité redynamise l'économie locale en créant des emplois et aussi une rémunération plus juste à l'agriculteur par le biais des circuits courts. On a le métro à 15 minutes à pied, le tram à 10 minutes à pied, le terminus. Ça fait que nous, on peut se permettre de viser une commercialisation ultra locale. Pour nous, c'est un gros avantage parce qu'il y a des gens qui viennent chercher leur panier sur le champ. Or que si on était un peu plus loin, notre commercialisation nous forcerait à une logistique plus importante. The idea of farming this close to a big city and sell directly to customers, I think it's a great sustainability thing because you shorten the distance between people and food.
it's also more sustainable for the farmer to sell directly to a customer, because one thing important with sustainability is that it's also like sustainable for the farmer as an economical wise. When we can sell the product from the animals on the local market, we can take out more money of it. If we just should have the animals and sell them for the slaughter directly, maybe we should have double as the cows to make the same profit. En tant que consommateurs, nous avons aussi un rôle à jouer, en choisissant de s'inscrire à une AMAP ou encore en achetant des aliments locaux produits dans le respect des travailleurs et de l'environnement. Nous participons activement à la transition de nos modes de consommation. On estime que l'alimentation, c'est un vecteur d'émancipation. On n'a pas envie de dire aux gens « mangez ça, ce qu'on produit parce que c'est bio et que c'est bon pour la santé ». Et avoir la capacité d'être en partenariat et en solidarité avec un paysan, c'est de la prise de pouvoir sur un mode de consommation où on nous vend, si possible, les pires trucs possibles sans aucun remords. La relocalisation de l'agriculture et la réorganisation de la chaîne alimentaire vers la création de circuits courts permettent de revaloriser le travail du producteur tout en favorisant l'accessibilité des consommateurs à une alimentation saine et de qualité. Ainsi, favoriser l'agriculture locale est le deuxième levier pour aller vers la résilience de notre système alimentaire. Seulement, la nourriture de qualité issue des circuits courts est généralement plus accessible aux populations les plus aisées. Il serait donc pertinent de travailler sur la notion de justice sociale. Certaines initiatives citoyennes essaient à leur échelle d'aider les populations précaires à s'alimenter sainement. On est sur le site de l'abattoir d'Anderlecht et il y a un énorme marché du vendredi au dimanche. Et le reste de la semaine, en fait, le site n'était pas utilisé. Et donc, l'idée, c'était de voir avec les habitants du quartier qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour investir les lieux. Pendant le confinement, tout le marché s'est arrêté, etc. Et on s'est retrouvés avec plein de personnes dans le besoin qui se sont retrouvées enfermées chez eux et qui ne pouvaient plus sortir. Du coup, on est parti à la recherche de produits qu'on pouvait distribuer. Et en fait, on a monté la Food Share Platform Abattoir, qui était en fait une grande plateforme logistique de distribution d'aide alimentaire. Donc l'idée, c'était de fournir 3000 personnes par semaine à Bruxelles. Donc on allait faire des livraisons à vélo. L'accès à l'alimentation, déjà tout court, n'est pas réel à Bruxelles. Et alors, alimentation saine, encore moins. Et du coup, l'idée de la Dream Kitchen est arrivée un peu comme ça, d'essayer de fournir une solution plus durable et plus long terme pour justement favoriser cet accès à l'alimentation saine pour tous. Pour faciliter l'accès à une alimentation saine pour tous, certaines initiatives pratiquent le prix solidaire. Pour l'instant, aussi, c'est créer des partenariats avec différentes associations pour attirer justement des publics plus jeunes, plus de publics en précarité. Donc ça, c'est pour ça qu'on parle de prix solidaire, c'est que nous, on voudrait attirer et ouvrir la porte à plus de personnes qui ont peu de moyens, parce que l'objectif aussi ici, c'est de rendre une alimentation durable et saine accessible à tous. Sur les abonnements de 3 mois au panier, actuellement, les gens peuvent décider de payer moins cher leur panier, ou plus cher, ou au prix de base. L'idée de la donation libre, c'est pas de dire ce que tu payes pour ce que tu manges, c'est plus de dire je paye parce que j'ai envie de contribuer au projet, parce que j'ai envie de soutenir les bénévoles, parce que j'ai envie d'offrir un repas à quelqu'un qui a peut-être moins les moyens. En plus de la pratique du prix solidaire, certains acteurs expérimentent la mise en place d'une sécurité sociale alimentaire. En avez-vous déjà entendu parler ? La sécurité sociale alimentaire, le principe de ça, c'est de dire, finalement, plus personne ne conteste que les soins de santé, ça doit être couvert d'une manière collective par la collectivité. On pourrait imaginer des caisses territoriales de sécurité alimentaire qui donnent leur agrément pour le remboursement d'un certain nombre de produits alimentaires de base en fonction de leur qualité nutritive, en fonction aussi de leur mode de production. Ce serait du coup un outil formidable au service des collectivités pour réorienter l'activité agricole en fonction d'un certain nombre de critères écologiques et de critères de santé pour les consommateurs. Le système agroalimentaire de demain devra donc offrir à tous une alimentation de qualité basée sur des pratiques agroécologiques tout en valorisant le travail des producteurs.
Le principal défi de ce nouveau système agroalimentaire sera de répondre aux exigences de productivité d'une population grandissante. Toute la question est donc de savoir comment opérer la transition vers un modèle qui sera dans un premier temps moins productif. Bon, effectivement, nourrir le monde comme on nourrit actuellement les populations occidentales, ça n'est pas possible avec ce système-là. Il faudra doubler la production agricole à l'horizon 2050. On entend ce type de discours. Et donc, intensifions. On ne peut pas se permettre votre agriculture de bobo, là, agroécologique, qui a des rendements inférieurs. On ne peut pas se permettre ça. Vous voulez qu'on préserve la biodiversité. Vous ne voulez pas qu'on défriche la forêt amazonienne. Donc, il faut produire plus sur moins d'espace. C'est la notion de land sparing. L'alternative à ça, c'est le land sharing, qui est le partage des terres, c'est-à-dire qu'on produit moins sur la même surface, mais on produit autrement en accueillant sur les espaces cultivés eux-mêmes la place à des espèces non cultivées, la place à la biodiversité. Bon, donc la question c'est, est-ce qu'il existe une possibilité pour cette alternative agroécologique, pour cette alternative de land sharing, de nourrir le monde? Donc, première chose, nourrir le monde à l'horizon 2050, ça veut dire le nourrir toujours, parce que la population qui va encore augmenter jusqu'à 10 milliards d'habitants se stabilise à peu près partout à cet horizon-là. Comment nourrir ces 10 milliards d'êtres humains ? La question qui se pose alors est de savoir quel régime alimentaire est compatible avec une telle population. Une ration de protéines de 3,6 kg d'azote par personne et par an, ça c'est le minimum vital selon l'OMS pour une population. On mange plus de 2 fois cela en Amérique du Nord. En Europe, on est autour de 6,5. Mais ce qui est encore beaucoup plus important à réduire, c'est la part de protéines animales dans ce total des protéines ingérées. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est pas loin de 70% des protéines qui proviennent de la viande et du lait. On est à 65 en Europe. C'est exactement 2 fois plus que le régime traditionnel, je vais dire le régime qui était encore celui de l'Europe en 1950. Et ça correspond en fait assez bien à la capacité productrice d'un système de polyculture élevage traditionnel, utilisant des légumineuses fourragères. Il permet de nourrir des personnes avec un régime alimentaire de 30% de protéines animales et du reste en protéines végétales. To get a balanced sort of ecological footprint, we should have a decrease of food from animal products. Having meat every day, all meals, that is not possible in the future. But it is possible to reduce it and have maybe meat twice a week. That's sort of 3 times a week. That's not a problem. Our meat, it's a little more expensive than it is to buy it in supermarket maybe. You buy maybe not so much, but it's much better meat. We want people to eat meat, but good meat and not too much. En l'état actuel, une part de la population surconsomme des protéines animales. Mais alors, en quoi une réduction de cette consommation permettrait-elle de rendre le système agricole plus durable ? 80% des protéines produites en Europe sont destinées à nourrir le bétail. C'est le bétail qui mange les céréales. Nourrir les hommes, c'est pas vraiment un problème, c'est nourrir les animaux des hommes qui pose un problème. Le levier d'une baisse de proportion de protéines animales dans le régime alimentaire est un formidable levier qui double quasiment les capacités de nourrir le monde, de nourrir la population. Si les systèmes agricoles extensifs et diversifiés sont en mesure aujourd'hui de nourrir la population mondiale, ils exigent cependant une nette augmentation de la surface agricole dédiée à l'alimentation. L'espace utilisé pour l'alimentation du bétail pourrait permettre d'opérer cette transition.
De par ce premier épisode, nous tenions à vous montrer qu'il existe des leviers d'action pour aller vers un système plus résilient et que le consommateur peut à son échelle contribuer de différentes manières. En consommant des produits issus de pratiques raisonnées, en soutenant des agriculteurs locaux pour valoriser leur travail, en s'investissant dans les associations d'aide à l'alimentation saine pour tous et en modifiant son régime alimentaire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on attend pour agir sur le système agroalimentaire de demain ? Un, deux. Hello. Test. Okay, so here we are at Loseta, and this is a public park. It's also a farm, urban farm, and Je m'égare un peu dans mes réponses. Bon, de toute façon, vous allez garder que 10 minutes de ça maximum, donc tout va bien. T'as pas envie d'être m'attacher après ça? C'est dur. Oui. And we also serve pizzas and other dishes here every weekend. Yeah. Oh, I don't know. Yeah, but, No, it's perfect. yeah. And after we will compile at some... We are always påverkade. Alltså, so we are still being påverkade. Alltså, impact, yes. Bon, c'est pas terrible, quoi. Je peux peut-être renoncer à mon steak quotidien ou à mon hamburger de merde de temps en temps. Et on va continuer à s'améliorer. C'est un peu la Dream Team ici. Un team au moins.